Bon, tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux, parce que ça n'a pas dû être facile aujourd'hui pour venir. Ouais, ouais. Puis on est fatigué, hein. Ouais, oui, oui, oui. 2 heures à attendre avant de manifester, c'est épuisant, hein, quand même. Donc voilà, donc un grand merci à vous. Alors, je vais essayer de ne rien oublier parce qu'en plus, manif oblige, j'ai pas préparé mon intervention, donc il se peut très bien que j'oublie des choses. Alors, la première chose, je voudrais excuser Gérard Mordillat et puis Christophe Clerc, dont leur train a été annulé. Donc, jusqu'au dernier moment, on a essayé de trouver une solution pour qu'ils soient présents. Éric Stemlen était prévu ce soir et heureusement, lui, se déplaçait en voiture, ce qui fait qu'il n'a pas été pris en otage par une bande de favorisés, de privilégiés. Et puis, surtout, je voudrais adresser un immense merci à Fabrice qui a accepté d'intervenir ce soir sur un sujet d'actualité puisqu'il va parler des retraites. Alors pour ça lui a demandé rapidement un travail puisque ce n'était pas prévu. Donc il a travaillé intensément et manifesté malgré tout ce matin pour vous présenter la réforme des retraites. Vous verrez, il n'est pas très favorable. Donc, enfin, vous verrez par vous-même. Autre chose, donc, je vous remercie de mettre vos téléphones sous silence. Vous aurez un grand plaisir à le retrouver après la conférence. Ce qu'on va faire également aussi, entre les présentations d'Éric et de Fabrice, quand vous aurez la parole, on fera circuler des blocs où vous pourrez mettre vos noms, enfin vos coordonnées. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, on vous mettra sur la liste des amis de Richard Martin, parce que, bon, on a discuté là 5 minutes avec Richard. Je crois qu'il y a un nouveau bras de fer qui va s'enclencher très très prochainement. Donc il va falloir qu'on se regroupe, qu'on s'unisse. Donc laissez-nous vos coordonnées et on vous tiendra au courant des évolutions de la situation. Donc on vous mettra sur la liste de diffusion de l'association des Amis de Richard Martin. Hein. Donc voilà, pour pas qu'il y ait de confusion. Alors, on va démarrer. Donc, je présente Éric Stemlen, qui est statisticien, docteur en sciences économiques, qui a été directeur des programmes ou de l'information, je ne sais plus, des programmes de France 2, et qui a écrit d'abord ce livre-là, Partage ou naufrage. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je me suis régalé à le lire. Et puis, si vous n'avez pas compris comment Macron a été élu président de la République alors que c'était un illustre inconnu, vous avez la réponse dans ce livre-là, donc, qui est d'ailleurs un succès de librairie. Hein. Ouais, de diffusion. Voilà. Alors, l'intervention d'Éric, ce sera austérité pour les pauvres. Après tout, hein, il faut bien trouver des gens. Et ensuite interviendra Fabrice Aubert, qui est économiste marxiste. Ouais, non, c'est même pas qu'il en reste, c'est que c'est une école importante. Il y a à peu près une douzaine d'écoles en sciences économiques et les économistes marxistes sont une des écoles les plus importantes. Donc c'est pas le dernier des Mohicans. Ouais. Donc il est économiste marxiste et il est cadre jusqu'à encore, hein, Ouais. pour très peu de temps, parce qu'il va partir à la retraite, encore un privilégié, donc le mois prochain, dans 15 jours. Et son intervention, ce sera la réforme des retraites, boîte noire d'un crash planifié. Voilà, et je vais passer tout de suite la parole à Éric. Alors tu préfères comme ça? Ouais. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez près.
Avant d'aborder l'austérité pour les pauvres, et en fait il s'agit, vous allez le voir, de l'austérité budgétaire et de ce qu'elle cache, au préalable quand même, puisque nous sommes dans une journée assez importante, je voulais en dire deux mots. Bon. Il se trouve que depuis quelques jours, comme tout le monde, j'entends les valets bien connus qui nous glapissent jeudi noir, la galère, le spectre de la grève, la France paralysée, j'en passe, etc. Et j'ai remarqué que nos amis syndicalistes répondent à peu près tous, c'est le gouvernement qui est responsable du blocage du pays. Bien. Alors c'est pas faux, mais ça revient quand même à admettre que les mouvements sociaux gêneraient la population, et quasiment toute la population. Et en réalité, si on y réfléchit bien, à part des cas précis, particuliers, personnels, la lutte sociale, en fait, elle perturbe ceux qui se soumettent, elle se perturbe ceux qui renoncent, ceux qui ne veulent pas lutter. Et si tout le monde était en grève, les débrayages des cheminots, des enseignants ne gêneraient évidemment personne. Et donc, je pense qu'à leur place, je répondrais plutôt, si vous ne voulez pas que la grève vous dérange, mettez-vous en grève. Et donc, je voulais dire ça quand même ce soir. Et puis, je voudrais aussi affirmer quelque chose qui, précisément dans ce contexte-là de jeudi noir, etc., c'est qu'en fait, les mouvements de revendication, les mouvements sociaux, les grèves, les manifestations, il faudrait quand même rappeler que ce ne sont pas des moments pénibles, ce sont des moments de bonheur. Et je vais vous faire une confidence, pas trop personnelle, mais dans ma vie sociale, je ne parle pas de ma vie intime, hein, dans ma vie sociale, je crois que j'ai jamais été aussi heureux qu'il y a très longtemps, malheureusement, c'est-à-dire en mai 68, quand toute la France était à l'arrêt, quand plus rien ne fonctionnait, quand les usines, les entreprises, les lycées, j'étais lycéen, les universités étaient occupées et que tout ça c'était vaste, joyeux, heureux. C'était une mobilisation, c'était la liberté, c'était le dialogue, c'était les échanges, c'était la fraternité entre tous et c'était pas du tout un jeudi noir ou je ne sais quoi. Et puis ce moment de joie, de bonheur, ça n'a pas seulement été un moment de joie et de bonheur, c'est que ça aboutit à quelque chose. 36% de hausse du salaire minimum, 56% pour les salariés agricoles, 14% de hausse dans la fonction publique, 10% de hausse pour tout le monde, pour l'ensemble des salaires, augmentation de 14% du minimum vieillesse, puisqu'on en parle, la création de la section syndicale d'entreprise, et j'en passe, et des meilleurs. Et puis tous ces débats qui nous ont agités, que ce soit dans les usines, ou dans les bureaux, ou à la Sorbonne, ou que sais-je, ils ont aussi, dans les années suivantes, donné à des naissances en France, au mouvement féministe et au mouvement écologiste. Et c'est pas rien, n'est-ce pas, puisque ça existe encore aujourd'hui. Donc, je voudrais saluer la grève, en particulier la grève plus encore que la manifestation, et en particulier la grève avec occupation des entreprises. Voilà. Bravo. Bon, venons-en à l'austérité. On nous serine pas que les jeudis noirs, on nous serine que la France est la championne du monde des prélèvements obligatoires. Ça, alors là, vous entendrez ça tous les matins. On vilipende le matraquage de l'impôt. Et j'ai même lu une fois d'un rigolo, un espèce de foutriquet qui se prend comme un journaliste, que la France avait besoin d'une cure d'amaigrissement de l'État ventripotent. Intéressant, c'était dans Le Point, pour ne pas le citer. Mais je ne vais quand même pas dire le bonhomme qui a écrit ça, parce qu'il ne mérite pas. Bon, en réalité, les prélèvements obligatoires, il faut que vous ayez bien conscience que ça n'existe pas. C'est une invention, un mensonge, un amalgame, c'est une invention de l'OCDE. Alors, j'ai jamais réussi à trouver la date, mais je pense que c'est dans les années 80, probablement. C'est une invention dont le but, évidemment, était de réduire le plus possible l'intervention de l'État dans l'économie. Donc, on inventait une espèce d'amalgame, de grosse masse d'argent qui aurait été volée, en quelque sorte, aux citoyens et dont l'État se serait emparé. C'est une idéologie qui date de Reagan et de Thatcher. Bon, je ne peux pas m'empêcher de faire une mauvaise blague. Je dois vous avouer que des fois, je me demande si Ronald Reagan et Margaret Thatcher n'auraient pas fauté
et si elle n'aurait pas donné naissance en secret à un enfant qui serait né, je vérifie, le 21 décembre 1977 et qui a été prénommé Emmanuel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc en tout cas, à cette époque Reagan-Thatcher, on a inventé cette histoire, cet amalgame des prélèvements obligatoires. Or, ça additionne quoi? Ça additionne deux choses qui sont opposées. D'une part, des prélèvements réels, dont je vais parler, c'est-à-dire ce qu'on appelle grosso modo les impôts, pour aller vite, et d'autre part, des transferts assurantiels, c'est-à-dire les cotisations qui deviennent des prestations sociales. Or, ces cotisations, contrairement à ce qu'on croit, ou ce qu'on veut nous faire croire, ce ne sont pas du tout des prélèvements, ce sont des rémunérations, parce que ces cotisations, elles se transforment instantanément en rémunération, en salaire, ou enfin, on peut appeler ça un salaire, Friot appellerait ça un salaire, en tout cas en paiement qui est redistribué pour les gens qui sont ou malades, ou en accident du travail, en invalidité, en chômage, ou naturellement qui atteignent l'âge de la retraite. Quand ils l'atteignent, parce que tu en parleras certainement, mais enfin, je rappelle quand même qu'un ouvrier sur 6 est mort, malheureusement, à l'âge de la retraite. C'est ballot. Donc je voulais dire que ces cotisations donc, sont des rémunérations. Ce ne sont pas du tout des prélèvements. C'est quelque chose qui va servir à payer les gens. Donc, et une petite remarque incidente, dans ce fatras qu'on appelle les prélèvements obligatoires, par un curieux hasard, les instances, OCDE et compagnie, et le gouvernement et tout ça, ne mettent jamais des assurances qui, elles, sont obligatoires. C'est-à-dire votre assurance habitation, votre assurance responsabilité civile, votre assurance auto, c'est un prélèvement obligatoire, si on réfléchit bien. Ben non, c'est une assurance. Mais ça, c'est pas comptabilisé. Parce que, pourquoi? Ben tout ça, simplement parce que ça va dans le privé. Du moment que ça va dans le privé, on ne va surtout pas parler de prélèvement obligatoire, vous en pensez bien. Donc, venons-en rapidement à ce qui ne sont pas des prélèvements, c'est-à-dire les cotisations sociales, qui se traduisent donc par des prestations. Et je vous signale, si vous avez un jour la curiosité d'aller fouiller dans, je ne sais pas quel site de l'INSEE ou du gouvernement, je ne sais pas, et à trouver les chiffres de la comptabilité nationale, vous verrez que dans la comptabilité nationale, les cotisations sont dans la catégorie revenus. Elles ne sont pas du tout dans la catégorie prélèvement. Bon. Ce qui est frappant, donc, c'est que ces cotisations sociales ont très fortement augmenté depuis les années 50. Bon. Donc, je vais aller rapidement, mais enfin, pour que vous ayez quelques chiffres. Alors, Daniel a rappelé que j'étais statisticien, donc vous allez avoir des chiffres. J'y plus rien. Je ne peux pas passer une soirée sans donner des chiffres, c'est une maladie. Donc, ce soir, je donnerai quelques chiffres. Donc, les cotisations sociales représentaient 9% du PIB dans les années 60. Et elles ont augmenté régulièrement et rapidement, et donc nous arrivons aujourd'hui, elles représentent un peu plus de 24% du PIB. J'ai bien dit que c'était des assurances, c'est-à-dire c'est des transferts. Ça ne veut pas dire du tout que c'est de l'argent qui est pris aux gens, non, c'est de l'argent qui est retrouvé, qui est mutualisé et redistribué, donc il y a 24% du PIB aujourd'hui. Ça fait plus de 600 milliards d'euros qui sont simplement transférés d'un individu à un autre, éventuellement au même individu, parce que parfois on récupère nous-mêmes nos cotisations d'une certaine façon. Donc ce transfert-là, ce ne sont pas des prélèvements obligatoires. J'en viens donc aux prélèvements. Alors, les impôts. C'est-à-dire les impôts, c'est les prélèvements réels que l'administration publique prélève donc sur les revenus. Alors, là aussi, je ne donnerai que quelques chiffres. Ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à ce qu'on entend partout, nous sommes écrasés par les impôts, on est étranglés, ça n'a jamais été pire, c'est le matraquage, blablabla, et j'en passe, c'est les meilleurs. Voilà la réalité. Dans les années 60, les impôts, j'entends les impôts nationaux, je vais parler après des impôts locaux rapidement. Les impôts au sens national, l'ensemble des impôts, impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés, impôts TVA, évidemment, tout ça, enfin bon, ça représentait 19% du PIB. Le maximum a été atteint en 1969, et ce n'est pas par hasard, par rapport à ce que je disais précédemment, c'est que précisément comme les salaires avaient fortement augmenté en 68, l'année 69 a été une année merveilleuse pour l'économie. On a eu 7% de taux de croissance, parce que pour une raison extrêmement simple, que j'explique dans ce bouquin, qui est que plus on partage, eh bien mieux ça marche. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est en augmentant les salaires qu'on augmente
la croissance et la production. Bon, le maximum a été atteint en 69, pratiquement 20% du PIB partait sous forme d'impôts. Ça n'a cessé de baisser à partir d'un tournant précis qui est 1988, quand on a appliqué, entre parenthèses, quand un certain Michel Rocard a appliqué les mesures qui avaient été décidées par le gouvernement Chirac-Balladur. Je n'insiste pas. Ils sont tous morts ou presque, donc passons. Bon, mais enfin, toujours est-il qu'en 88, il y a un vrai tournant, c'est-à-dire qu'à partir de là, les prélèvements de l'administration centrale, donc ce qu'on appelle les impôts au sens large, ne vont cesser de baisser. Et aujourd'hui, on va dire, en grosso modo, ils sont de 13% du PIB. Donc on est passé quand même de 20% à 13%. Et c'est le contraire absolu de ce qu'on entend partout. Hein. Pour une raison simple, c'est qu'on confond les cotisations sociales, dont je viens de parler précédemment, qui ont augmenté, et les impôts qui, eux, ont considérablement diminué. De 20% à 13%, ça veut dire qu'ils ont diminué de plus d'un tiers. Donc on paye beaucoup moins d'impôts aujourd'hui qu'on en payait, par exemple, sous un bolchevique bien connu qui s'appelait Giscard d'Estaing. Donc, au lieu de dire qu'on est écrasé par les impôts, c'est le contraire, on est de moins en moins imposé. Donc, j'en dis pas plus pour l'instant. Il faut tout de même dire un tout petit mot sur ce qu'on appelle les impôts locaux, c'est-à-dire les administrations publiques locales. Alors, il est effectif que il y a eu un transfert des responsabilités entre l'État central et les collectivités locales, que ce soit les communes, les collectivités, enfin les groupements de communes, les départements, les régions. Bon. Alors ce transfert, il s'est traduit par le fait que les impôts locaux, qu'on appelait les impôts locaux, ont à peu près doublé. Ils sont passés de 3%, toujours dans les années 60, à plus de 6,5%, disons aujourd'hui, 6,5% du PIB, toujours c'est ma référence. Entre parenthèses, et alors c'est un avis qui n'engage que moi, comme dirait l'autre, je ne suis pas absolument certain que la décentralisation se soit traduite par plus de proximité entre les administrations et les individus. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'il y a eu beaucoup de bureaucratie et peut-être éventuellement un peu de corruption. Mais, ce que j'en dis, hein. Bon, et quant à la proximité, je ne suis pas très convaincu. Enfin, toujours est-il qu'il y a eu ce transfert, mais quand vous faites le total, et j'en viens là justement au cœur finalement de mon intervention, c'est-à-dire quel est le total des recettes fiscales dans ce pays. Non pas justement des fameux prélèvements obligatoires dont on nous parlait précédemment. Quand vous additionnez l'ensemble, ça fait à peu près 22% dans les années 60. Donc, voilà. Et le maximum est atteint, je vérifie, en 1987, avec 23,5% du PIB. Et vous gardez ce 23,5% en mémoire, on va rester à peu près à ce niveau. On a un nouveau maximum à peu près 23,5% en 1999 sous Jospin, Premier ministre. Donc vous voyez qu'on garde un taux de prélèvement relativement élevé. Et évidemment, il va y avoir un effondrement assez rapide de ce niveau de 23%, 23,5%, sous Raffarin, Chirac étant président, et ensuite sous la présidence de Nicolas Sarkozy. On va atteindre un minimum en 2009 qui est de presque 18,3%. Il y aura une petite remontée avec Hollande, qui finalement n'est pas si mauvais homme qu'on le dit, mais enfin bon, passons. Et naturellement, à nouveau une baisse sous Macron, qu'on pouvait le craindre. Et donc aujourd'hui, je vous donne le chiffre, c'est 19,6% du PIB. Donc ce 19,6%, c'est le taux réel des prélèvements obligatoires, de l'ensemble des prélèvements obligatoires. Tout le reste, c'est du transfert, c'est des assurances. Ce ne sont pas du tout des prélèvements obligatoires. Quand on vous dit 45% ou je ne sais pas trop quoi, c'est parce qu'on additionne des cerises et des oignons. Hein, je veux dire, c'est absolument délirant. Ça n'a absolument aucun sens. Les prélèvements obligatoires en France, c'est 19,6%. Et vous allez voir que c'est même encore moins. C'est encore moins parce qu'une bonne partie de ce qui sont les impôts, nationaux ou locaux, etc., sont maintenant, en fait, à la suite de manœuvres diverses, en particulier du gouvernement Fillon, une bonne partie sert en fait à prendre en charge des prestations sociales. Parce que tout ça à cause des dégrèvements
de ce qu'on appelle entre guillemets les charges sociales des entreprises, et donc pour qu'elles en payent quasiment plus, enfin quasiment plus, par exemple pour les très bas salaires, les entreprises payent pratiquement plus de charges sociales depuis la loi Fillon de, je ne sais plus combien, 2010. Enfin bon, une bonne partie, c'est-à-dire grosso modo 50 milliards, va en fait être retransférée de l'État ou des collectivités locales vers des prestations sociales, telles que les allocations handicapées, la prime d'activité, le RSA, les APL, enfin, etc. Tout ça, c'est financé en fait par l'impôt et non pas par des cotisations, mais en fait, ça revient à en fait être des transferts purement et simplement, puisqu'il y a des gens qui touchent de l'argent directement grâce à ça. Et donc, au bout de tous ces calculs, désolé de l'avalanche de chiffres, mais on va arriver au chiffre final. Le chiffre final, c'est ce que la comptabilité nationale appelle les prélèvements nets de transfert. C'est écrit noir sur blanc. C'est pas moi qui ai inventé l'idée que tout le reste c'était des transferts. Hein. C'est prévu par la comptabilité nationale. Les prélèvements nets de transfert aujourd'hui, c'est 17,5% du PIB. Et donc vous oubliez tous les chiffres du genre 40, 50 ou je sais pas quoi. Les vrais prélèvements obligatoires, nets de transfert, ça veut dire des prélèvements obligatoires qui ne se retrouvent pas directement dans la poche de quelqu'un sous forme d'argent, qui peuvent après servir plein de choses, n'est-ce pas? Les vrais prélèvements obligatoires, c'est 17,5% du PIB. Je vous rappelle donc que ça avait été par le passé 23,5%, parce qu'à cette époque, il n'y avait aucun transfert vers la sécurité sociale, c'était des prélèvements nets à l'époque. Donc on est passé, tout de même, depuis en quoi parce que le dernier chiffre, c'était 99. Donc on est passé en une vingtaine d'années de 23,5% à 17,5% de prélèvements nets dans ce pays. Comment on a fait? Alors d'abord, je répète, je préfère répéter dans ces cas-là, que ça veut bien dire que les prélèvements ont diminué, que en France, on paye de moins en moins d'impôts. Que ce soit les impôts, quand vous faites la somme des impôts locaux, nationaux, sociétés, tout ce que vous voulez, on paye de moins en moins d'impôts. C'est le contraire absolu de ce que on vous raconte jour et nuit. Bon, et pourquoi on paye de moins en moins d'impôts? Parce que, prenons par exemple l'impôt dont tout le monde parle, c'est-à-dire l'impôt, l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le taux de la tranche maximale, qu'on appelle le taux marginal de l'imposition, de 1946 à 1982, c'était 60%. C'est même monté à 65% dans les premières années Mitterrand. Et puis à partir de 1988, puisque c'est là aussi le fameux virage, après le gouvernement Chirac-Balladur, le taux marginal tombe à 57%. Encore ça. Et puis il n'a cessé de baisser, quels que soient les gouvernements, de droite ou soi-disant de gauche. Il a cessé de baisser et aujourd'hui, le taux maximal, il est de 49%. Mais c'est un taux maximal un peu bidon parce que c'est le taux qu'on paye au-delà de 500 000 euros de revenus annuels. Pas grand monde. Revenus annuels déclarés, j'entends. Hein. Bon. C'est 41% au-delà de 74 000 euros par an, ce qui est déjà pas mal. Et 74 000 euros par an, on se dit, tiens, mais ça fait combien de monde? Ça fait 1,2% des contribuables, des foyers fiscaux. C'est pas beaucoup de gens, hein, finalement. Bon, alors finalement, mais quand même 1,2%, ça fait quand même 500 000 foyers. Donc, à la fois, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même quelques centaines de milliers. Bon, ça veut dire qu'au-delà de 74 000 euros, on arrive à la tranche de 41%. En 1980, sous donc, le fameux bolchevique qui était au pouvoir à l'époque, un certain Giscard d'Estaing, sur ces revenus-là, au-delà, à l'époque, d'un montant en francs qui revient à peu près à la même chose, on payait 60%, comme je l'ai dit. Donc vous voyez que les hauts revenus, c'est les fameux 1% dont on parle, les hauts revenus, au lieu de payer sur leurs revenus 60% dans les dernières tranches, ils ne payent plus 40%. Ça fait une jolie réduction, n'est-ce pas? Mais il y a mieux. Il y a mieux. Il y a le fameux fils secret de Thatcher et Reagan. Qu'est-ce que M. Macron nous a inventé en 2018? La flat tax. Alors la flat tax, c'est le paradis absolu. Je veux dire, on nous explique qu'il y a des paradis fiscaux, mais moi j'en connais un, je vous assure, c'est ici. À condition, évidemment, d'avoir des revenus du capital. Si vous avez un salaire, c'est moins bien, mais si vous avez des revenus du capital, le taux sur les dividendes et les plus-values, le taux de l'impôt, il est de 12,8%.
Alors c'est caché par le fait qu'ils payent également de la CSG, mais tout le monde paye de la CSG. Et la CSG, comme je l'ai dit, c'est un transfert, c'est pas un impôt. Donc en impôt, ils payent 12,8%. Alors les montants déclarés de ces revenus du capital, dividendes et plus-values, l'année dernière, non, 2020, je ne sais plus, non, 2021, c'est 45 milliards d'euros. J'ai bien dit déclarés. Hein. Bon. Mais j'ai fait quand même vous pouvez faire un petit calcul rapide, c'est que si sur ces 45 milliards d'euros, ils étaient imposés comme du temps de Giscard d'Estaing, l'État récupérerait environ 20 milliards. Vous voyez qu'on a fait comme ça une espèce de cadeau de 20 milliards. 20 milliards. Vous savez, 20 milliards, c'est le chiffre dont on nous explique aujourd'hui que ça va ruiner le système des retraites, etc. Vous ne vous rendez pas compte, c'est une somme assez affolante, on ne le trouvera jamais, et donc il faut que vous alliez vous tuer au travail 2 ans de plus. Non, 20 milliards, il suffirait d'imposer les dividendes exactement comme on les imposait sous Giscard, et on a retrouvé l'argent. Hein. Donc voilà un exemple. Bon, alors, on a des taux d'imposition qui sont faibles, enfin qui se sont affaiblis considérablement, et d'autre part, on a énormément de moyens d'échapper légalement au fisc. Je ne vous parle pas de la très grande évasion, excellent film que je vous recommande de voir, qui parle de la fraude fiscale. Bon, là, je vous parle d'une évasion, mais une évasion tout à fait légale, c'est-à-dire qu'on a ouvert les portes. Vous pouvez sortir, allez-y, ne payez pas. Et donc on a tous les gouvernements, d'ailleurs, là aussi, de droite comme soi-disant de gauche, ont procédé à une accumulation incroyable, insensée, d'exonération, d'abattement, de crédit d'impôt, enfin vous en passez, etc. Et donc en 2021, le rapport de la Cour des comptes nous dit que ce qu'on appelle les dépenses fiscales dans le jargon des fiscalistes, mais que tout le monde appelle des niches fiscales, les niches fiscales en 2021 ont représenté un manque à gagner pour l'État de 90 milliards d'euros. Là, on commence à pas rigoler du tout. 90 milliards d'euros de niches fiscales. Il faut dire qu'il y a, la Cour des comptes a réussi à dégoter 471 dispositifs. Je suppose que chacun d'entre vous en utilisez au moins une bonne trentaine, n'est-ce pas? Bon. Mais non, ne vous inquiétez pas, les grandes entreprises, les groupes, eux, ils ont des équipes d'experts comptables, de financiers, etc., mais qui se comptent par dizaines de petites mains, parfois pas de petites mains, parfois des gus qu'on fait HEC ou je ne sais pas quoi, dont le seul but est d'aller exploiter au maximum l'ensemble de ces dispositifs. Parce que vous vous doutez bien que tous ces dispositifs ont été inventés par des députés qui ont évidemment reçu sur leur bureau le projet de loi qui avait été rédigé par telle et telle entreprise pour inventer un nouveau dispositif. C'est comme ça que ça marche, hein, la démocratie française. Les députés ou le gouvernement ou les ministres sont soumis à ce qu'on appelle poliment des lobbies. Parfois, on peut se demander s'il n'y aurait pas éventuellement des sortes de conflits d'intérêts, et puis même éventuellement, si on veut dire des gros mots, une corruption, même, sait-on jamais. Parce que quand vous imaginez bien que ce n'est pas le député du coin qui va inventer je ne sais quel dispositif abracadabrant, incompréhensible pour le commun des mortels, sauf justement pour la multinationale que ça arrange bien et qui va gagner 3 millions ou 30 millions ou 300 millions d'impôts en moins. Donc ces 471 dispositifs coûtent à l'État, nous coûtent 90 milliards d'impôts qui ne sont pas payés. À ça, il faudrait ajouter, mais alors je ne suis pas fiscaliste, et alors il y a le régime fiscal des sociétés mères et filiales, il y a le régime d'intégration fiscale des groupes, etc. Il y a encore des tonnes de choses. Je n'ai pas réussi à trouver une étude récente sur le sujet. La seule chose que j'ai trouvée, c'est en 2011, l'ensemble des niches fiscales et de tous les autres dispositifs qui ne sont pas des niches fiscales, mais qui sont des facilités de toutes sortes, ça représentait déjà à l'époque 185 milliards d'euros. Et j'ai entendu récemment quelqu'un dire que ça devrait être supérieur à 200 milliards d'euros chaque année. Donc, d'une évasion, mais qui n'est pas une évasion, qui est quelque chose, un évitement de l'impôt tout à fait légal. Donc, vous voyez que la France, contrairement à ce qu'on dit, n'est absolument pas soumise à un matraquage fiscal. Il n'y a aucune espèce de... Elle n'est pas du tout la championne du monde des impôts, c'est exactement le contraire. Enfin, si, elle est la championne du monde des impôts, dans le sens que plus on est riche, moins on en paye, et qu'il y a tous les dispositifs voulus pour qu'on en paye le moins possible.
Pour conclure tout ça, je voudrais quand même dire que quelle est à la fois la conséquence et d'une certaine façon la finalité de tout ça. Pourquoi on s'est obstiné en France, comme d'ailleurs dans plein d'autres pays, pourquoi on s'est obstiné à faire baisser précisément les prélèvements, contrairement à ce qu'on nous dit? Tout simplement parce que ça va consister à transférer des ressources du public vers le privé. Parce que, naturellement, si on passe de 23,5 à 17,5% de prélèvements pour le secteur public, tout simplement, les services publics sont moins bien assurés, les prestations sont de moins bonne qualité, ça marche moins bien, et en conséquence, ce que le contribuable ne payera plus, c'est le consommateur qui va le payer parce qu'il va s'adresser à des services privés. Donc on aura de ce fait transféré de l'argent public vers de l'argent privé. Et ça, c'est la première conséquence de cette diminution drastique des prélèvements fiscaux. Je vais vous donner un exemple. Les dépenses d'éducation sont en baisse depuis 1995 en France. Or, il y a toujours à peu près 15 millions d'enfants et de jeunes gens en allant depuis le jardin d'enfants jusqu'à l'université, aux écoles. Elles sont passées là encore des chiffres, désolé, 7,7% du PIB à 6,6% du PIB aujourd'hui. Bon, avec toujours 15 millions de bénéficiaires, entre guillemets. Si je prends un exemple plus concret, par exemple, en 10 ans, dans les 10 dernières années, la dépense annuelle pour un lycéen a baissé de 12 200 € à 11 100 €. Vous voyez, les chiffres très globaux que j'ai donnés précédemment, ça se traduit dans la vie réelle. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il se passe que, quand vous regardez les bilans donnés d'ailleurs par le ministère de l'Éducation, à peu près 1/10 des dépenses d'éducation sont désormais pris en charge directement par les ménages. Et donc, cette baisse générale des prélèvements fiscaux, cette baisse générale des impôts, elle se traduit par quoi? Elle se traduit par le fait que les gens ne recevant plus des services de la même qualité que précédemment, ils vont mettre la main à la poche pour acheter auprès du secteur privé les services que fournissait précédemment le secteur public. Et puis ça a en plus une deuxième conséquence. Non seulement c'est un passage d'argent du public au privé, mais ça va être une deuxième conséquence. C'est que les dégrèvements, les baisses de taux d'imposition, les niches fiscales dont j'ai parlé précédemment, ça profite naturellement aux personnes les plus aisées. Quand j'ai parlé des revenus du capital, les dividendes et les produits financiers, les plus-values, etc., de manière générale, ce sont des choses qui n'intéressent que les gens les plus riches. Et d'ailleurs, à peu près la moitié des foyers fiscaux ne sont pas imposés. Donc, les baisses d'impôts profitent aux riches, aux plus riches en tout cas. Et en revanche, l'obligation de trouver les mêmes services dans le privé qu'on avait dans le public, évidemment, c'est en général les ménages les plus pauvres qui ont besoin de ça, parce que c'était elles qui utilisaient le plus les services publics. Et donc vous voyez que non content de faire passer de l'argent du public au privé, en baissant les impôts dans ce pays, on a réussi à faire passer de l'argent des pauvres vers les riches, ce qui est quand même un chef-d'œuvre assez admirable du fameux rejeton etc. Bon. Et donc, je dirais que la finalité réelle de la baisse des impôts, c'est en fait, et donc la finalité réelle de la fameuse économie budgétaire, de l'austérité, de la saine gestion des finances publiques, et je vous en passe autres baratins, c'est tout simplement de transférer de l'argent du public vers le privé et de transférer de l'argent des pauvres vers les riches. Bravo. Eh bien, maintenant, la parole est à Fabrice Aubert, qui va vous parler de la réforme des retraites, boîte noire d'un crash planifié. Bonsoir tout le monde. Alors, je voudrais, comme il s'agit des retraites, je voudrais que mon intervention se fasse sous le regard amical d'un certain Ambroise Croizat, qui fut ministre communiste du Travail, du gouvernement du Conseil national de la Résistance, et qui a écrit « La retraite ne doit plus être l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape
de la vie. Et je pense que face à la réforme actuelle, nous sommes confrontés collectivement, de manière sociale et sociétale, à la même question, au même questionnement. Et des réponses que nous allons apporter collectivement, nous retrouverons une période telle que la définissait Ambroise, où nous irons, ce que montrent tant de caricatures, que cette réforme de retraite mène directement du travail à la mort. Un mot sur mon plan. Je vais le traiter en deux parties. Je vais essayer d'être le plus rapide possible, le plus synthétique possible, le plus percutant possible. J'essaierai d'utiliser peu de chiffres, car pour moi, la question de la retraite, ce n'est pas une question... Non, je vais en utiliser. Continue. Je vais aussi en utiliser. Mais parce que je pense, pour moi, que la retraite, c'est d'abord une analyse de philosophie de choix de société. Et pas de comptabilité. La comptabilité, c'est la science des ânes. Première partie, le problème, ce n'est pas la retraite, le problème, c'est le capitalisme. Deuxième partie, la retraite, un investissement de la société pour elle-même, pas pour le CAC 40. Un mot d'abord sur le titre. Je l'ai intitulé, j'étais en panne, et puis je regardais un film qui s'appelait La boîte noire, et je l'ai donc intitulé La réforme des retraites, boîte noire d'un crash planifié. Pourquoi ? Ce film que j'ai regardé est un film français où on voit un ingénieur du BEA, Bureau Enquête Accident, être missionné pour analyser les causes d'un crash d'un avion. Et en fait, à force d'insister sur la compréhension de ce qui se passait dans la boîte noire, il s'est rendu compte que la boîte noire qu'on lui a donnée ne correspondait pas à la boîte noire de l'avion dont il devait analyser le crash. On peut dire que pour la retraite, c'est la même chose. C'est-à-dire que les données qu'on vous donne à longueur de temps, et je vais en faire la démonstration, dans les médias dominants, parce que j'appelle les journalistes libres des médias libres, du monde libre, mais soumis à 9 milliardaires, eh bien c'est ça. Premièrement, la dette. La dette, la dette, la dette. C'est une reprise des scènes de théâtre de Molière qui disait « Ma cassette, où est passée ma cassette ?» On comprend bien, dans ce cadre, que la fameuse dette, comme toutes les dettes, sont des montages comptables et pas autre chose que ça. La meilleure preuve, c'est que, alors qu'il était prévu pour 2022 un déficit par le corps en 2018, aujourd'hui, nous avons un excédent, 2021, 900 millions, 2022, 3,2 milliards. C'est normal. Nous sommes dans un gouvernement libéral qui ne fait que des prévisions. Les prévisions, c'est le mot du libéralisme. Alors que ce qu'il faut, c'est planifier. Planifier, c'est une autre conception des choses, où on ne dépend pas du marché. Prévoir, c'est s'adapter aux logiques du marché. Sachez, chers amis et camarades, que les mots du libéralisme MOTS masquent les mots du capitalisme MAUX. La dette. Connaissez-vous le proverbe ? Quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses de la rage. Ben, quand tu veux restructurer une entreprise, tu lui montes un déficit et une dette. Et ça permet de justifier des restructurations de partout. Quand tu veux réduire un service public, ben, tu lui montes un déficit et une dette. Ou tu réduis de telle manière les moyens budgétaires qu'apparaît une dette. Nous sommes d'accord. Quand tu veux supprimer la retraite qui est du communisme à l'état pur, eh ben, tu lui construis une dette. Le mot dette, c'est le mot magique qui permet de masquer toutes les réalités sociales de la construction et du comment ça fonctionne. Et c'est ça qui est important. Deuxième aspect, le ratio démographique. Ah, la belle histoire. Voilà Tipa qu'on eut Sorine à longueur d'antenne, qu'il n'y aurait plus assez de cotisants par rapport aux retraités. Alors, il y a 30 ans, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Et aujourd'hui, on serait tombé à 1,4 cotisants pour un retraité. Et que ça pourrait aussi encore s'aggraver.
et que donc ça générerait une impossibilité de financer. Mais quelle bande de cons. Et la productivité du con, elle est passée où? La France est 5 fois plus riche en 2023 qu'en 1983, quand la retraite à 60 ans a été instaurée. Vous entendez ou il faut que je répète? Dans le même temps, parce que j'ai voulu vérifier, j'ai les chiffres, s'il faut les donner, je les donne après. Hein. Dans le même temps, la population n'a pas augmenté de 5 fois. En fait, même pas doublé. Donc de fait, avec 5 fois plus de richesses produites, on devrait voir une hausse de revenus tant des salariés, des salaires, que des retraités. Si tel n'est pas le cas, c'est qu'une minorité s'accapare les richesses créées, expliquant aussi les pauvretés et précarités, qui en plus pèsent sur le financement des salaires et des retraites, et de l'hôpital, d'où les pièces jaunes de Madame Macron. Vive le capitalisme et son zélé serviteur, Macron. Par ailleurs, si on réfléchit de manière plus philosophique, vous imaginez ce que ça veut dire, ce qu'ils nous disent, qu'on réfléchit au monde paysan? Il y a 40 ans, 50 ans, je parle sous ton contrôle, il y avait environ 1 million de paysans en France. Et tout le monde arrivait à peu près à manger à sa faim. Aujourd'hui, pauvre de nous, il n'y a plus que 100 000 paysans. On meurt de faim. On meurt de faim. Ben évidemment, tous les jours, vous le voyez, on ne grossit pas et on meurt de faim. Alors bon, je ne vous dis pas c'est du glyphosate, mais en fait, pourquoi? C'est la productivité. Donc si vous voulez, dès lors que vous sortez le regard de ce qu'ils nous répètent en permanence, que vous prenez du recul et que vous réfléchissez posément, vous voyez que tout ce qu'ils disent, c'est que de la connerie. Et alors je vais plus loin. Je dénonce aujourd'hui la Pujadas Company. Ah oui, les journalistes, je les appelle les PPM, petits propagandistes du marché. Pas PPMC, hein, PPM. Alors, je regarde tous les jours la télé, la Pujadas Company, ils me sortent par... Et puis ils nous mettent des graphiques qui sont censés imposer le réel. Et le graphique qui a été utilisé, c'est le taux d'emploi. Alors, non, attendez. Comme ils veulent à tout prix se jouer démocrates, ils n'invitent pas des économistes comme Eric pour contester les chiffres qui sont donnés, parce qu'ils savent qu'ils seraient mal. Donc, eux-mêmes sur le plateau, ils tiennent le discours de la fameuse opposition. Et ils parlent d'un graphique qui dit taux de non-emploi des 55-64 ans, 43,9% ne travaillent pas. Mais, nous dit la journaliste, celle qui dit les faits, rien que les faits, vous savez, c'est l'émission Les faits, rien que les faits, alors que dans les faits, c'est déjà trompé, nous sort une évolution sur le taux d'emploi des 55-64 ans, je répète, l'évolution du taux d'emploi des 55-64 ans de 2003 à 2021. Et on observe, à partir de 2011, une montée progressive de ce taux d'emploi jusqu'à 55%. Et le commentaire de la jeune fille journaliste, en fait, on peut en conclure que plus on recule l'âge légal de la retraite, et plus le taux d'activité augmente, et pas de raison que cela se modifie. Donc le fait de reculer l'âge de la retraite va pousser tout le monde à travailler plus longtemps, et ainsi de suite. Sauf que c'est du mensonge fiefé. Et je vous dis pourquoi. Lorsqu'on prend la catégorie d'âge 55-64 ans, en fait, c'est une moyenne qui recoupe deux classes d'âge, qui sont d'une part les 55-59 ans, et d'autre part les 60-64 ans. Et lorsqu'on prend ce coup-ci les statistiques de l'INSEE, on se rend compte que le taux d'emploi à 55-59 ans est de 80,7%, c'est-à-dire jusqu'à l'âge légal 60 ans, et que par contre 60-64 ans, ça tombe à 31,2%. Donc en fait, dans la construction de leur moyenne, ils effacent la réalité humaine qui fait qu'au-delà de 60 ans, vous êtes licencié. Deuxième remarque.
très importante, notamment pour les fonctionnaires, et même ceux qui ne sont pas fonctionnaires, qui comprennent. Comme il s'agit d'une moyenne, dans cette moyenne sont intégrés tous les statuts sociaux, tous les statuts d'emploi, c'est-à-dire les privés et les fonctionnaires. Or, vous le savez, j'en suis un, les fonctionnaires sont obligés d'aller au bout, non pas de leur contrat, ce n'est pas un contrat, mais de leur mission. Ou alors ils démissionnent et ils perdent tout. Nous sommes d'accord? Donc en fait, on mélange des catégories qui sont obligées d'aller jusqu'au bout de la réforme des retraites, 62 et aujourd'hui, si ça s'applique, 64 ans, avec des gens qui sont de toute façon licenciés ou qui se retrouvent au RSA à partir de 60 ans. Donc vous comprenez qu'il y a une double tromperie. Et on débouche en fait sur un mensonge politique. C'est ça la réalité. C'est du mensonge par construction politique. Et je vais plus loin, je dis, nous avons une démarche scientifique, c'est-à-dire on prend les données et on ne les manipule pas et on regarde ce que ça donne comme analyse et signification. Eux, c'est l'inverse. Ils ont un objectif politique, plus tu retardes l'âge de retraite, etc., etc. Et après, ils vont chercher le graphique qui va permettre de justifier leur philosophie politique. Vous comprenez comment c'est du sophisme pur. Je continue. C'est bon? Oui, très bien. Deuxième partie. La retraite, un investissement de la société pour elle-même, pas pour le CAC 40. Je vous indique que c'était la banderole que j'avais conçue pour l'UJIC-CGT il y a plus de 15 ans, et qui n'a pas pris une ride, que je sors toujours, dans les temps choisis. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi je dis ça. D'abord, le mot retraite est un mot que j'appelle pourri. La retraite, c'est le plus vilain mot pour décrire la plus belle des choses. Quand ta pleine activité sociale et solidaire ne se fait plus au service du profit privé, des dividendes et des patrons, mais pour tes enfants, tes petits-enfants, ta famille, ton village, pour la vie associative et les commerces de ton village. Un retraité n'est pas mis en retraite comme une machine, mais se situe en pleine activité sociale. Plus de 50% des présidents d'associations sont des retraités. Je crois qu'il a été calculé pour les retraités que cela correspond à un volume d'horaire de travail de 28 000 heures par an. Mais qu'on ne comptabilise pas, puisque ce n'est pas retenu par les indicateurs. La retraite, 340 milliards d'euros, nourrit les villages comme la rivière nourrit son lit de tous ses alluvions, je veux dire les prestations sociales. La retraite n'est pas un coût, mais un investissement de la société pour elle-même, pas pour le CAC 40. L'émancipation et le droit au bonheur. La retraite, c'est le droit au bonheur. Et là, il a été fait une étude, ce n'est pas moi qui l'ai faite, hein, c'est l'évolution du sentiment de bien-être au cours de la vie. Et on a obtenu un graphique où on se rend compte qu'à 20 ans, il y a à peu près 30% des gens qui sont heureux, ça se comprend, et puis ça chute jusqu'à 50 ans. Et après, ça se redresse jusqu'à 90% à l'âge de 65 ans. C'est-à-dire la période entre 60 ans où on était en retraite jusqu'à 65, qui est l'âge moyen d'espérance de vie en bonne santé, avant que ça redescende évidemment du fait de l'usure du corps. Donc le sentiment de bien-être, c'est l'indicateur essentiel de ce qu'on appelle la retraite. Et ça ne doit pas être autre chose que ça comme indicateur. Il faut savoir que nous avons un grand succès mondial. Nous sommes le pays au monde où nous passons le plus de temps en bonne vie et en bonne santé à la retraite. Donc on devrait être fier, mais non. On fouette le meilleur résultat social de notre pays. Troisièmement, les flux financiers sociaux, 340 milliards, que j'oppose aux flux financiers spéculatifs, car il y en a marre de parler de dépenses pour les retraites,
je vais vous en faire la démonstration, c'est un investissement de la société pour elle-même. Comment fonctionne la retraite? Il en a dit un mot, je vais faire une comparaison parce que j'essaye d'être le plus pédagogique possible. Une retraite, ça fonctionne comme un barrage hydraulique. Vous voyez comment, et ça fonctionne même mieux qu'un barrage hydraulique, je vais vous dire pourquoi. Vous voyez comment fonctionne un barrage hydraulique? On capte l'eau en amont, on la fait passer dans un tuyau qui actionne une turbine, qui produit de l'électricité, et l'eau qui a permis la production d'électricité est remise dans le fleuve pour développer la sylviculture et permettre l'alimentation des terres paysannes par les alluvions. Sans compter ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme, prenez le Verdon, avec l'ensemble des activités nautiques qui sont liées. C'est-à-dire par un seul truc, on nourrit 3 ou 4 activités. Plus efficace que ça, il n'y a pas. Mais comment fonctionnent les retraites? Les cotisations sont perçues, elles font fonctionner la machine et elles reviennent dans la société. Puisque les 340 milliards, et ça serait 350, ça ne poserait pas de problème, et 360 non plus, ça n'en pose que pour le capital. Ces 340 milliards, que font les retraités de leur retraite? Mais la dépense. Et pourquoi je dis que ça fonctionne mieux qu'un barrage hydraulique? Dans un barrage hydraulique, le rendement énergétique est de 30%. Et vous avez sans doute une petite déperdition d'eau, puisqu'il y a de l'évaporation au moment du fonctionnement de la turbine. Mais on peut dire, grosso modo, que 90 à 95% de l'eau captée en amont est rejetée en aval, à peu près. Enfin, à moins qu'il y ait des physiciens dans la salle qui s'opposent violemment à moi, mais comme mon père était ingénieur au CEA, en plus, c'est à peu près ça. Et le rendement énergétique n'est que de 30%, c'est-à-dire la puissance d'énergie que l'on pourrait capter et ce qui est restitué au système n'est que de 30% environ. Pourquoi le système des retraites est plus efficace? Le taux de déperdition, c'est-à-dire des retraites qui s'en vont ailleurs du pays, est très faible. Il existe, à mon avis, c'est de l'ordre de 5 à 6%. Ce sont des retraités qui décident d'aller dépenser leur retraite en dehors du pays. C'est-à-dire qu'ils vont au Portugal ou en Thaïlande, parce qu'évidemment, que si vous partez avec une retraite de 1 500 €, que vous allez en Thaïlande, eh ben, vous êtes le roi de la fête. Mais le taux de déperdition est très faible. Je voudrais rajouter un exemple aussi qui est magnifique. Est-ce que vous vous rappelez du nuage islandais qui a bouché le ciel européen et même peut-être mondial? Et là, vous savez, c'est des choses, il y a des informations que vous captez, vous n'arrivez pas à savoir comment les interpréter, qu'est-ce que ça veut dire. Et on a appris qu'il y avait 300 000 Français qui étaient bloqués à l'étranger. Et on n'était pas en période de vacances scolaires. 300 000 Français? Mais qui étaient ces 300 000 Français? Enfin. Alors vous retirez les 10 000 businessmen, c'est pas mal. 90 000 vacanciers, je suis gentil, qui prennent, parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils prennent leurs vacances hors période scolaire. Et les 200 000 qui restent, c'est qui? Eh bien, les retraités en bonne santé, qui ont suffisamment de retraite pour prendre des Airbus et aller visiter le monde, parce que c'est la période de leur vie. Alors l'exemple n'est pas bon au niveau écologique, mais je voudrais que vous raisonniez, que vous compreniez le raisonnement économique. Ça veut dire que 2 sièges sur 3 des Airbus sont occupés par des retraités en bonne santé qui ont des moyens financiers pour se payer l'avion. 2 sièges sur 3, en termes macroéconomiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 Airbus sur 3 conçus, fabriqués, vendus, le sont du fait des retraités en bonne santé. Airbus devrait doubler sa contribution aux retraites, minimum. J'ai pas raison? Les faits sont têtus, disait Lénine. Dernier exemple, Sanofi. Vous connaissez Sanofi? C'est le numéro 2 mondial de la pharmacologie. Vous le savez? Mais ce n'est pas dû à Sanofi qu'il soit devenu numéro 2 mondial de la pharmacologie.
là encore, c'est grâce aux communistes, c'est la sécurité sociale. Parce que c'est la Sécu qui paye les médicaments. Et de la conception, la recherche, le développement, la production et la vente. C'est parce qu'il y a eu la sécurité sociale que Sanofi est devenu le numéro 2 mondial de la pharmacologie. Mais moi, j'en déduis une philosophie politique qui s'oppose au théorème de Schmitt, chancelier allemand des années 70, qui disait « les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain qui feront les emplois d'après-demain ». Alors, les profits, on les a vus. Les investissements, ils n'ont pas été au rendez-vous. Et alors, les emplois, je ne vous dis pas. Ça a été la variable d'ajustement du tout profit. J'ai un autre théorème à vous proposer, que j'appelle le théorème Fabrice-Aubert. En toute modestie. Ce sont les salaires qui font l'emploi, favorisent le développement et réduisent les déficits. Je pense d'ailleurs qu'il a pour partie donné quelques chiffres qui me donnent raison. Enfin, dernier point, avant mon ouverture, j'ai encore 4 minutes. Je ne pouvais pas terminer cette introduction que j'ai voulu la plus synthétique possible, la plus pédagogique possible, où vous pouvez, tous les éléments que je vous ai utilisés, vous pouvez les utiliser. D'abord, je vous les donne, c'est gratuit, hein, ce n'est pas payant, mais c'est pour qu'on puisse chacun militer et dire la réalité des choses. Je ne pouvais pas terminer ce raisonnement sans parler de la proposition de Bernard Friot. Parce que vous savez qu'on est, aujourd'hui, on se limite dans notre revendication. Quand on dit retraite à 60 ans, 37,5 bonnes années de cotisation, 75% du dernier traitement, on en revient à ce qui existait en 83, au moment de la décision de passer l'âge de la retraite à 60 ans. Mais ça ne s'appelle pas une revendication, ça. On est toujours sur la défensive. La vraie revendication, c'est ce que propose Bernard Friot, où il n'y a pas à baisser le niveau des prestations. C'est le concept du salaire à vie, c'est-à-dire le salaire attaché à la qualification de la personne. Et c'est extrêmement important. Dany a eu un métier. Tout à l'heure, il nous a montré qu'il n'a pas perdu son métier. Pourtant, il est à la retraite. Sa qualification, il ne l'a pas perdue. La seule chose qu'il perd pour l'entreprise, c'est qu'il ne nourrit plus le profit. Il n'est plus dans la performance de l'entreprise. Mais la qualification qu'on a gagnée par nos diplômes et l'expérience professionnelle, elle est inhérente, comme le dit Bernard, à la personne humaine. Et donc, la vraie revendication, ça doit être le salaire à vie. Ce qui, évidemment, nécessitera de bouter le capital hors de toute la sphère de création économique, puisque seul le travail, si on écoute Marx avec attention, crée de la richesse. Mon ouverture. Je l'ai intitulée « Les luttes sociales solidaires ». Depuis Spartacus, démocratie de l'émancipation. Les luttes sociales ne sont pas un outil ou un appendice de la République, elles sont au cœur de la démocratie comme étant le moteur qui fait avancer les avancées sociales, les conquis sociaux et pas les acquis sociaux. L'insurrection, c'est le droit inaliénable des peuples de la République. Robespierre écrit « Face aux tyrans, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Chers amis et camarades, cela fait plus de 30 ans que l'on nous demande de baisser les yeux et les neurones pour regarder la pointe de nos souliers. Et à force de baisser les yeux pour regarder nos pieds, nous n'avons pu y voir pousser que les chaînes de l'esclavage et de l'ubérisation sociale du capitalisme mondialisé. C'est en levant les yeux et en regardant l'horizon de l'émancipation humaine que l'on embrase de l'avenir. Résistance. Alors, il y a un micro qui va arriver jusqu'à vous. Jean-Jacques va se charger de le faire circuler. Et puis, Jean-Pierre va faire circuler les blocs-notes pour que vous puissiez vous inscrire. Oui.
Non, 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 c'est obligé que vous parliez dans le micro parce que vous voyez, il y a 3 caméras. Donc, il arrive, il arrive. Non, non, mais j'insiste parce que sinon... Non, 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 non. Faut pas être clair. Voilà. Jean-Jacques, si tu veux te diriger vers Oleg, voilà. Parce que penser au monteur, après, c'est vraiment très compliqué pour eux. Voilà. Ah oui. Alors à qui? Monsieur, là-bas. Monsieur, il veut parler. Monsieur. Il a quelque chose à dire. La boutade de Dijon. Visiblement. Non, moi, je ne le connais pas. Je sais pas qui c'est. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, je voulais juste préciser au monsieur qui a la barbe que Brigitte, c'est une amie d'enfance de Margaret. C'est pour ça que, comme ça qu'elle a connu Emmanuel. Ça valait le coup d'être enregistré. Surtout pour Bernadette. Qui souhaite Oui, voilà. Merci. C'est une question pour Eric sur les impôts. Quelle est la part de la TVA? Parce qu'on a parlé d'impôt sur le revenu, mais en fait, en réalité, c'est une très faible part. Enfin, j'ai pas de chiffre, hein. Mais je sais que c'est la TVA qui rapporte le plus à l'État, et en fait, tout le monde la paye, quoi, surtout les plus pauvres. Voilà. Et j'aurais une deuxième intervention à faire, mais c'est pas une question, c'est ce que je suis, une retraitée heureuse, très aisée, là, tout va bien. Et en fait, on parle de transfert, etc. Ben, moi, ce que j'ai trouvé à faire de mieux, c'est de faire des dons à toutes les associations qui informent, qui défendent les citoyens. Enfin, bon, j'ai une liste très très longue et tous les ans, je suis obligée de cocher. Enfin, ça me prend un temps fou. Mais en fait, il me semble que c'est la meilleure chose à faire quand on est un petit peu aisé, quoi. Juste penser à alimenter les caisses de grève actuellement, parce que ça va chauffer, hein, quand même. Ça, c'est vrai. Oui, c'est très juste, parce que j'ai parlé de différentes sortes d'impôts, et puis de l'impôt sur le revenu en particulier, et de la baisse des taux marginaux. Mais il y a aussi, en effet, pour que l'austérité appauvrisse les pauvres, le fait que la TVA prend une part de plus en plus importante dans le financement des administrations publiques. En gros, l'impôt sur le revenu, c'est 80 milliards d'euros l'année dernière, enfin 2021, oui. La TVA, c'est presque 200 milliards, ça va être 190, enfin, disons 200. Et l'impôt sur les sociétés, c'est 50, même pas 50 milliards, 47 milliards. Donc vous voyez un peu la différence entre l'impôt sur les sociétés, la TVA et l'impôt sur le revenu. Fabrice ? Oui, je voulais, suite à ta très bonne intervention sur la question que tu as traitée, et en lien avec ceci, j'ai essayé de m'intéresser aussi à la question de l'impôt. Et on se rend compte, l'impôt, en fait, c'est une contribution pour la société, pour faire vivre le collectif. Et lorsqu'on regarde l'évolution d'impôts, notamment pour les entreprises et sociétés, avec sa baisse continue, on se rend compte que plus on baisse l'impôt sur les sociétés, plus c'est la fraude et la mafia qui augmentent. Et ça, il faut qu'on ait conscience. C'est qu'à dire, avec un taux d'imposition élevé sur les entreprises ne peuvent pas payer la mafia. Avec un taux bas sur les sociétés, c'est ce qui permet de nourrir les réseaux, les marchés, la mafia. La mafia pris au sens général, pas simplement italien, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose à regarder et à étudier de manière très attentive. Rappelons que la fraude fiscale en France, de la part des grosses entreprises, hein, pas du commerce du coin, c'est de l'ordre de 80 à 100 milliards d'euros par an. Et il y a aussi une fraude à la TVA, de ce que j'ai lu, qui est de l'ordre de 25 milliards.
Donc, alors, vous imaginez le vol, c'est-à-dire que nous, on la paye, la TVA. C'est après qu'elle n'est pas reversée.